L'opération Soigne ton île, c'est demain. Après avoir donné votre sang, vous dégusterez un repas gastronomique pour vous remettre de ce bon geste. L'établissement français du sang attend beaucoup de cette journée pour sécuriser les stocks en cette période de fête de fin d'année. Le conflit entre la direction de Carulis et une partie des salariés affiliés à l'UGTG ne basculera pas en 2018. Après des semaines d'incompréhension, les protagonistes ont signé un protocole de suspension de conflit. Tous les cas devraient rouler demain. Saint-François va disposer d'une zone agricole protégée. Le conseil municipal a autorisé le maire à engager la procédure pour la création de cette zone. Les agriculteurs sont satisfaits de cette décision qui protégera les terres agricoles et leurs métiers. Les animaux aussi ont eu droit à leur Noël. Le parc zoologique des Mamelles leur a distribué des cadeaux ce matin. C'était émouvant et généreux. Linda Kayarsi a capté pour ATV ce grand moment d'émotion. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour le développement de l'actualité de ce mardi 26 décembre 2017. Demain, l'EFS, l'établissement français du sang, lance sa grande opération Soigne ton île. Il est vrai qu'en ce moment, il y a lieu de sécuriser les stocks en cette période de fête de fin d'année. Pour attirer les donneurs, l'organisation Food Deal s'est associée à l'EFS pour servir un repas gastronomique aux donneurs. Voici le reportage d'Anne-Elisabeth Arsène et de Moïse Dexter. L'EFS et les chefs Food Deals remettent ça au menu de cette journée, dont du sang et gastronomie. Une grande partie du sang stocké à l'établissement vient de la France hexagonale, ce qui entraîne quelques difficultés d'approvisionnement. Il ne faut pas être à jeun. Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans. C'est bien, si on a plus de 60 ans, c'est bien d'avoir déjà donné auparavant, mais enfin, si on est en bonne santé, pourquoi pas. Donc être en bonne santé, effectivement. Être en bonne santé, ça ne veut pas dire prendre 0 traitement. Quelqu'un qui prend un traitement pour la tension, s'il est bien équilibré, il peut donner son sang. Et de toute façon, avant chaque don, il y a un entretien avec un médecin. Cet entretien sert à assurer la sécurité du donneur et la sécurité du patient qui va recevoir le sang. Notre stock est correct, mais il est quand même fragile. On a déjà fait cette opération au mois d'août à 2 reprises et c'était très agréable. Pour la 2e année consécutive, les chefs Food Deals mettent les petits plats dans les grands pour des collations gastronomiques inédites. Le leitmotiv de Food Deals, c'est de faire les personnes participer donc à nos ateliers culinaires, mais aussi pour découvrir de nouvelles saveurs, découvrir de nouvelles choses, cuisiner autrement. Toujours les produits de chez nous. Demain, les donneurs qui viendront à l'EFS à Pointe-à-Pitre auront la chance donc de goûter des blinis à la farine de fruits à pain, qui seront accompagnés avec des rillettes de poulet aux épices d'ici, un poisson aussi fumé aux épices d'ici pour ceux qui sont plus poissons. Ils auront également une ratatouille avec les légumes d'ici, aubergines, tomates et son jambon en chiffonnade. Enfin, en 3e, la petite potée de fruits de Guadeloupe avec une crème d'épices. Et aussi un petit croquant mystère. Il faut environ 3/4 d'heure à 1 heure pour donner. Après l'inscription administrative et l'entretien avec le médecin, le donneur offre alors son sang avant de se restaurer avec la collation gastronomique façon Food Deals. Un homme a été retrouvé mort dans la commune du Vauclin, à la Martinique. Des traces d'armes blanches sur son corps laissent supposer une mort violente. Du coup, les autorités ont ouvert une enquête. Elles soupçonnent d'ailleurs la compagne de cet homme d'avoir quelque chose à voir avec les faits. Voici le reportage de nos confrères d'ATV Martinique. C'est au bout de cette ruelle paisible qu'a été faite la macabre découverte. Hier après-midi, il est 17h quand les secours sont alertés. À l'intérieur de la maison, Hugues Marguerite, 55 ans, gît dans une mare de sang. Sur son corps, de nombreuses blessures à l'arme blanche. Inquiète de ne pas le voir depuis 2 jours et sans réponse de la femme avec qui l'homme vivait, c'est sa mère qui l'a retrouvé. Les mois 2 jours, je venu, maman de fille a été. Je trouvé là, il dit il allait faire golette pour ma renasse. Le soir à 6h, je suis là, maman dit il ne peut pas venir. Dimanche, je suis venu. Je dit si c'est samedi, il dit moi il a coupé boulette. Dimanche, je passé. Il dit moi il peut entrer. Il peut entrer au soir, il peut entrer le samedi. Hein. Alors moi je dis il a coupé boulette, il peut entrer, ça travaille moi. Les gens arrivés de chez eux, ça a pu descendre. Moi je suis assise en bol en mer. Fille deux tourner, moi dit deux tourner. Je ne peux pas quitter moi, je ne peux pas venir moi aussi, il a tout le bon.
Arrivée au domicile de son fils, la femme trouve une porte d'entrée étrangement ficelée. C'est à l'aide d'une roche qu'elle parvient à pénétrer le domicile sans se douter du drame qu'elle s'apprête à vivre. De montrer la porte caille là, entreveillée, il va te fermer. Moi, on lui dit la porte là, moi, puis la porte là, il pas dit, oh, je vais faire ça encore, je suis un homme, ma santé. Face en bas. Madame, moi pas ça, moi fais moi ni sortir la cour, moi crier la madame, moi les voisins, tout le monde sorti dehors. Père de 2 enfants de 15 et 25 ans, celui qu'on surnommait Ayoko vivait essentiellement de la pêche. Il est décrit comme un homme sans problème. La tragédie a ébranlé toute la famille. C'était vraiment, comme on dit, un pain d'eau. Quelqu'un qui n'a jamais injurié quelqu'un, offensé quelqu'un au Vauclin. Tout le monde, il l'aime au Vauclin. Il est très très bien comme cousin. On n'a rien, absolument rien à dire. Placé en garde de la victime, est jugée instable. Bon, des fois, elle était bien quand elle n'était pas malade, mais d'autres fois, ouais. Et puis d'autres fois, ça n'allait pas parce qu'ils ne vivaient pas tout le temps ensemble. Hein. Elle était toujours hospitalisée à Colson. C'est quand elle montait comme ça, quoi. Selon les premières informations de l'enquête menée par la section criminelle, le décès aurait eu lieu entre le 24 et le 25 décembre. Une enquête qui devra déterminer les circonstances de ce drame. Devant la durée exceptionnelle du conflit qui oppose les salariés affiliés à l'UGTG à la direction de Carulis, l'UGTG a pris l'initiative de proposer un protocole de suspension de conflit. Celui-ci a reçu largement l'assentiment de la direction et le protocole a été signé. Les explications d'Yvan Lemar. Cet après-midi, vers 15h, un protocole de suspension de conflit a été signé. Nous tombons d'accord si augmentation à salaire de base là, donc il a passé en brut de 1 665 € à 1 750 €. Nous actons aussi en revalorisation de primes de transport de janvier 2018, une création annuelle obligatoire en mars 2018. Nous allons continuer de discuter et veiller aussi à accord d'entreprise là à partir de février. Sachant que pour augmentation de salaire là, en fait, il est rétroactif à septembre 2017. Mais gros revendications là qui étaient traitées, c'est les régularisations des heures supplémentaires, indemnité de contrepartie obligatoire en repos, nous pas tombé d'accord aussi, puisqu'elle nous était censée mettre en place une commission pour étudier toutes ces demandes là. Et puis par rapport à les éléments que la direction a fournis, nous qui pas précis, qui pas clair, et puis base à revendication là même qui calcule le temps de travail, la durée effective du temps de travail. Donc nous décidons en fait, nous environ 70 salariés qui vont nous mandat justement pour nous porter revendication là devant le Conseil des prud'hommes. Après 1 mois et demi de conflit, du côté de la direction de la STAC, on est plutôt satisfait de cette signature, mais on regrette le temps perdu dans ce litige. Je pense qu'il aurait pu être évité dans la mesure où tous les points qu'on a actés aujourd'hui, c'est les mêmes points que je proposais au début du conflit, à savoir l'augmentation qui a été donnée, le non-paiement des jours de grève et sur la partie conflictuelle de saisir les prud'hommes, ce que j'avais toujours proposé dès le départ. Donc véritablement pour moi c'est un gâchis, c'est vraiment très dommage. L'ensemble du service de bus Carulis devrait reprendre demain matin. Le 19 décembre dernier, le conseil municipal de Saint-François a autorisé le maire à signer, à lancer le projet de création d'une zone d'agriculture à protéger. Cette zone permettra de confirmer l'identité de la commune, l'identité agricole de la commune de Saint-François et surtout de protéger les terres agricoles. Voici le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen et de Moïse Dexter. Saint-François se met à l'agriculture protégée en favorisant le système d'agrotransformation dans les plantations. On a quand même 251 agriculteurs qui sont recensés à la Chambre. Tous ces ne seront pas concernés, mais une bonne partie, donc quand même 250 seront quand même concernés par cette ZAP. Une forte demande des agriculteurs, une forte demande. Ils seront, plus protégés. Donc au niveau administratif, et aussi donc ce sera aussi une forme donc de label, un label saint-franciscain. En 2009, Myriam reprend l'activité familiale. Après une formation de responsable d'exploitation agricole, elle passe de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture raisonnée. Une agriculture raisonnée, c'est une agriculture où on utilise effectivement des pesticides, où on utilise des herbants, mais vraiment quand c'est nécessaire, quand on peut pas faire autrement. C'est-à-dire qu'on va toujours penser à un dosage raisonnable. C'est une agriculture qui est, disons, assez laborieuse puisqu'on doit intervenir manuellement énormément, mais après c'est la qualité du produit qui fera la différence. Donc
pour revenir à la ZAP, pouvoir être dans une zone agricole protégée et avoir un label, c'est permettre aux agriculteurs qui ont ce type d'agriculture de se démarquer. Parce qu'on n'est pas dans du bio, mais on apporte quand même du propre. Après, l'agriculteur qui fait du raisonné, il le fait pour une prise de conscience en fait. C'est d'abord ça. La zone d'agriculture protégée est donc un outil d'aménagement du territoire qui vise notamment à protéger certains espaces agricoles vulnérables et ainsi de limiter la construction d'infrastructures en pleine nature tout en protégeant le foncier. Le 26 décembre 2004, un puissant séisme secouait l'Asie du Sud-Est, suivi d'un immense tsunami qui a laissé derrière lui pas loin de 300 000 victimes en ce jour anniversaire. Christian Tenor à Bazac, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'ancien responsable de l'observatoire adjoint de l'observatoire volcanologique de Gomberg. Et puis vous avez continué à suivre, même après être parti à la retraite, vous avez continué à être actif et à suivre cette actualité. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait exactement tout, je veux dire techniquement, de ce tremblement de terre? Ce qu'on sait, c'est que c'est un tremblement de terre majeur, de magnitude quasiment 9,4, qui est parmi les plus forts tremblements de terre que la planète ait jamais enregistré, parce que le maximum théorique possible, c'est 9,5. Et donc, on est très proche du maximum. Et ce tremblement de terre, c'est un tremblement de terre de zone de subduction, qui a provoqué la rupture d'une faille sur une longueur de 1200 km, et une partie du fond de la mer s'est élevée de 15 mètres. Et en retombant, ça a... Non, c'est l'expression verticale, vers le haut, qui a provoqué le tsunami, qui a communiqué de l'énergie à l'eau de mer, et qui a provoqué ce gigantesque tsunami dans la région voisine de Phuket, Simelu et tout ça, tout et Thaïlande. Sumatra, vers la ville de donc toute la zone de Sumatra, qui a été complètement rasée. Absolument, ce sont des bandes plates, complètement au niveau de la mer. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'altitude, il n'y a pas de niveau sur plusieurs kilomètres. C'est-à-dire quand le tsunami arrive, a tendance à ça pénètre à l'intérieur des terres et ça fait des dégâts. Alors juste pour que les gens s'en rendent compte, on va regarder une petite image de ce tsunami de 2004 et on revient tout à l'heure pour continuer l'entretien. D'accord. Ah ben voilà, vous avez vu l'image du tsunami, donc beaucoup de dégâts et pas loin de 300 000 morts, on va dire entre 250 000 et comptant les disparus. Oui, disons que c'est malheureux pour ces gens et pour ces dégâts. Simplement, il y a un problème de prévention. Je crois que les Indonésiens, les gens de la région, ils savaient ce que c'était, ils s'en méfiaient. Mais c'est une région, il y avait de nombreux touristes, de nombreux hôtels. Et ces gens n'étaient pas prévenus du risque en question. Et évidemment, ça a fait les dégâts que ça a fait. C'est-à-dire, lorsqu'on voit la mer se retirer ou lorsqu'on voit un mur d'eau arriver sur soi, il ne faut pas rester là. Et on a donc, ce que je veux savoir, c'est que le tsunami arrive après à peu près une heure et demie, tout dépend de ça dépend de la distance à laquelle on est du phénomène qui l'a déclenché. Alors là, c'était un tremblement de terre, et normalement, avec un tel phénomène, un tremblement de terre aussi puissant, qui a largement secoué la région, qui a fait des dégâts, normalement, il faut s'éloigner impérativement du bord de mer. C'est valable aussi pour nous. Alors l'intérêt, c'est de revenir naturellement à notre pays. Est-ce qu'un tel risque, peut-être pas aussi puissant, pèse sur notre archipel? Pas aussi puissant, oui, effectivement, mais ce risque-là pèse sur notre archipel. Ça peut nous arriver, ça nous est déjà arrivé régulièrement. Sachez que tous les tsunamis ne sont pas des tsunamis gigantesques. En mai 2006, à cause d'une des éruptions volcaniques de Montserrat. Donc on a eu un tsunami depuis l'île de Terre de Bas des Saintes. Qui n'était pas aussi puissant. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Nous avons eu un séisme majeur en Indonésie, qui est l'un des 10 plus gros séismes qu'on n'ait jamais enregistrés sur la planète depuis 2 siècles. C'est des choses qui n'arrivent pas tous les jours. Même l'axe de la Terre avait bougé. Oui, ça c'est normal. Ça c'est normal. Disons que ça arrive de manière très lente. L'appréciation se fait de manière très lente, mais là ça a bougé un petit peu plus brutalement. Mais c'est pas grave, ça ne nous empêche pas de vivre. C'est juste des problèmes on va dire d'orientation, d'astronomie et de magnétisme. D'accord. Mais est-ce que les aménagements que nous faisons aujourd'hui nous exposent plus qu'avant à un risque de tsunami? Voilà. Alors, je crois qu'il faut faire attention. Nous avons de plus en plus de personnes qui colonisent, en tout cas qui occupent le littoral marin. Et là, j'ai une carte de l'IGN des années 58, l'édition 58, qui montre qu'on n'avait pas de maison au bord de la mer. La presqu'île du Bas du Fort, qui est une presqu'île maintenant, il n'y avait aucune maison.
Cette presqu'île du Bas du Fort, c'était que des plages. Et vous regardez ce que c'est maintenant, et c'est des gens qui sont au bord de mer. Donc, c'est évident que l'homme va à l'encontre de l'aléa, va en face du danger, en face de ces phénomènes majeurs auxquels nous sommes soumis. Et du coup, en cas de problème, ça fait une catastrophe. C'est ça le problème principal. Oui. Grand-Bay. Il y a un débat sur Grand-Bay avec il y a le débat de Grand-Bay. Mais si faut-il aménager Grand-Bay? Si on pose le débat de Grand-Bay, je vois pourquoi on ne pose pas le débat du Bas du Fort, ou le débat de Bouillante, ou le débat de Déé, ou le débat de Saint-François ou de Sainte-Anne. Toutes ces zones-là sont des zones où la mer peut pénétrer. Donc il n'y a pas de souci. Donc pourquoi plus Grand-Bay qu'un autre endroit, ça je ne sais pas. Donc je ne veux pas empêcher qui que ce soit d'aménager son territoire, loin de moi cette idée, mais simplement, s'il s'agit du risque de tsunami génique, du risque de tsunami, la Guadeloupe et toute la Guadeloupe, Pointe-à-Pitre, Basse-Terre sont sensibles à ça. D'accord. Et vous avez diffusé récemment une vidéo sur votre page, on va dire sur WhatsApp. Vous montrez actuellement des aménagements qui sont au moule et vous montrez les dégâts qui peuvent être causés à l'environnement. C'est-à-dire que si on regarde ce qui s'est passé il n'y a pas que le tsunami. Il ne faut pas oublier ce qu'on appelle l'onde de tempête, la marée de tempête. Oui, bien sûr. Il suffit de voir ce qui s'est passé à Saint-Martin pour le cyclone Irma. Donc, quand vous avez des aménagements qui sont faits en bord de mer, quels qu'ils soient, vous exposez les personnes concernées, les gens qui habitent là éventuellement, vous les exposez à ce danger-là, que ce soit le danger de tsunami ou le danger de l'onde de tempête, du cyclone. S'agissant de l'élévation du niveau de la mer avec l'arrivée d'une tempête, on a déjà connu ça par le passé, mais il faut raser Jarry. Mais c'est pas tout Jarry. Il faut déplacer Jarry. On peut pas déplacer Jarry. Jarry, c'est un port déjà. Donc il ne s'agit pas de déplacer le port. C'est normal qu'il soit là. Par contre, il y a des structures à Jarry qui ne devraient pas être placées là où elles sont. Non, mais quand on sait que ça peut être inondable de la rivière Salée jusqu'à Petit-Bourg. Oui, mais en littoral. Pas à Mondong, par exemple. Oui, je sais. Tout Jarry n'est pas au niveau de la mer. D'accord? Donc c'est vrai que nos régions sont sensibles. Le centre-ville de Pointe-à-Pitre est sensible. Je prends l'exemple du cyclone de 1928. Qui est passé... Vous savez qu'on a eu 1500 morts à Pointe-à-Pitre. Et vous savez qu'on a eu une onde de tempête de 3 à 4 mètres. Et que les îlets de Pointe-à-Pitre étaient habités et que ces personnes ont disparu. Bon, et il faut simplement se rappeler que si vous connaissez Pointe-à-Pitre, vous allez voir qu'au niveau de l'actuelle mairie et de la poste et du centre des arts actuel, on avait 2 à 3 mètres d'eau de mer, là, en 1928. Donc c'est le problème de la Guadeloupe qui est posé là-dessus. Donc c'est pas facile. Je ne dis pas de ne pas le faire. C'est pas un problème de réchauffement climatique. C'est tout à fait habituel. Il faut le dire maintenant. Et puis justement, si l'histoire nous a déjà montré. Et puis on a une tradition locale ici. Nos traditions locales, nos anciens disaient qu'on ne construisait pas au bord de l'eau, ni au bord de rivière, ni au bord de mer. Alors on va aller sous les hauteurs. C'est là qu'il faudrait être en cas de tsunami, c'est-à-dire vers les Mamelles. Pas forcément. Non. Une dizaine de mètres. Vous êtes au lycée Carnot, vous êtes à l'abri du tsunami. Mais nous, aujourd'hui, exceptionnellement, nous allons aller pour voir comment le parc zoologique s'est relancé après le cyclone Maria. Alors, je vous invite à regarder le sujet et merci beaucoup d'être venu nous éclairer. Passez une bonne soirée en tout cas. Merci beaucoup. Et on regarde ce sujet, d'accord. Aux eaux de Guadeloupe, depuis le passage de l'ouragan Maria, la vie a repris son cours. Végétation, animaux ont retrouvé leur marque. Maria n'est plus qu'un mauvais souvenir. Les clients ils sont satisfaits, ils sont très contents. On a pu remettre en ordre pour la saison. Et franchement, quand les gens visitent, ils ne voient pas la trace de Maria du tout parce qu'on a vraiment beaucoup bossé pour pouvoir le remettre en ordre. On a refait le passage, tout le passage. On a refait un petit peu la canopée parce que le passage a été un petit peu abîmé avec les arbres qui sont tombés et tout. On a tout refait, on a vraiment beaucoup bossé, mais les gens ils sont très contents de leur visite. Pendant plusieurs semaines, les petites mains du parc, aidées des agents de la sécurité civile, ont travaillé d'arrache-pied. Un travail d'équipe qui porte déjà ses fruits. Les visiteurs sont au rendez-vous. Moi, je peux vous dire qu'on en a beaucoup. On en a beaucoup. Par jour, on peut faire, en saison, on peut faire 800 personnes par jour. Ils s'attendent à voir des ratons laveurs, des tortues, des oiseaux, des iguanes, les espèces de la Caraïbe et également quelques espèces d'Amérique, oslo, puma, jaguar, singe, serpent. Et on a une balade agréable à la cime des arbres. Pour attirer davantage de visiteurs, des animations, des ateliers pédagogiques viennent enrichir la visite. Objectif, sensibiliser au bien-être des animaux, notamment après le passage de l'ouragan Maria. Ces vents ont fait tomber beaucoup de graines et de fruits, et beaucoup d'animaux de la forêt n'ont pas suffisamment à manger. Pour leur venir en aide, le parc zoologique préconise d'installer, d'approvisionner des mangeoires ou de déposer dans la nature des fruits, notamment dans des endroits où des raccoons auraient été observés.
Le parc zoologique accueille plus de 100 000 visiteurs par an. Il reste l'un des sites les plus visités de la Guadeloupe. Vous êtes sur ATV Guadeloupe, restez avec nous. Dans un instant, avec Yvan Lemar, nous irons sur le tatami pour voir comment la Guadeloupe et la Martinique fédèrent leur énergie pour un judo performant. Vous verrez également que les animaux ont eux aussi leur cadeau de Noël. Le président de la Ligue de Martinique de judo était en Guadeloupe aujourd'hui pour tisser des liens avec la Ligue de Guadeloupe. Les deux ligues envisagent une série d'initiatives communes pour l'année prochaine. Le reportage d'Yvan Lemar pour ATV Guadeloupe. Cette journée de stage, ouverte à l'ensemble des judokas guadeloupéens, a été organisée par le club Ishido en collaboration avec l'école de judo des Abîmes. Lors de cet événement, les jeunes ont pu échanger avec Daniel Jean, un judoka de haut niveau d'origine martiniquaise. Je suis venu ici pour apporter, on va dire, tout ce que je connais en fait aux jeunes guadeloupéens du club Ishido. Donc je leur apprends un peu ma et puis comment j'aborde mes compétitions et puis je leur apprends aussi quelques techniques, les techniques que j'affectionne le plus. Pour cet événement, le président de la Ligue de judo de la Martinique a fait le déplacement, l'occasion pour lui de renouer les liens avec la Ligue guadeloupéenne. Nous avons pu discuter, le président Jaffar et moi-même, sur des actions communes à mener l'année prochaine, d'accord, donc en 2018. Donc nous souhaitons en tout cas redynamiser le judo antio-guyanais à travers les différents sportifs et bien sûr sur le plan administratif. Durant cet échange, plusieurs pistes de travail concrètes ont été actées. Les choses qu'on a commencé à mettre en place, je dirais, c'est déjà, on a cette saison de pouvoir faire, on va dire, coïncider nos calendriers sportifs, permettre à nos judokas guadeloupéens et martiniquais de participer à la compétition des deux îles, ce qui n'était pas vraiment le cas ces dernières années. On a discuté sur d'autres choses, on va couper des stages avec des compétitions. Donc on commence petit à petit à se mettre en place et il faut pouvoir discuter avec nos équipes techniques, voir qu'est-ce qu'on peut encore faire, comment est-ce qu'on peut améliorer. Un partenariat entre les deux ligues devrait être officialisé en février 2018. C'est, paraît-il, la tendance actuelle. Les cadeaux doivent plaire. Et si ce n'est pas le cas, ils sont immédiatement revendus en ligne ou par le bouche à oreille. Voici, sur ce délicat sujet, le reportage d'ATV Guyane. Au lendemain de Noël, les magasins de jouets ne désemplissent pas. En effet, une fois la magie estampée, c'est au tour des lutins du SAV d'entrer en action. On voit beaucoup de retours en fait. Voilà. Et cette année-ci, c'est un peu calme pour le moment. Aujourd'hui, vous avez eu combien de retours Une dizaine. Ouais. Une dizaine depuis ce matin? Oui. 2 cas qui sont critiques, mais sinon le reste ça va. Un cas qui est pour changer de cadeau en fait. Elle vient au magasin, elle choisit autre chose et puis voilà. Non, pas de remboursement monétaire. Et c'est bien précisé sur le truc. On ne rembourse pas en espèces les gens. Heureusement, rapporter un cadeau qui ne répond pas à vos attentes n'est pas compliqué. La preuve avec cette maman qui a dû ramener l'hélicoptère de son fils. Alors je suis revenue parce que mon petit garçon, son hélicoptère, il a décollé une fois, il décolle plus. Voilà, donc on l'a ramené. On l'a retesté, changé les piles, voilà, ça ne démarre toujours pas. En fait, je suis venue, le monsieur a regardé, il y a une fiche qui a dû casser, et donc voilà, ça repart au service après-vente, mais nous on peut en reprendre un nouveau s'il y en a, sinon on a un bon d'achat, donc c'est assez facile. Quand le Père Noël et le SAV travaillent en harmonie, tout est bien qui finit bien. Et oui, les animaux aussi ont eu droit à un Noël. C'est le parc zoologique qui a pris cette initiative d'offrir des cadeaux de Noël aux animaux. Et Linda Kayarsi était là pour capter ce moment d'émotion pour ATV Guadeloupe. Le Père Noël, il est passé hier pour les enfants et aujourd'hui, il fait tous les animaux de la Terre. Donc, il y a du travail, d'accord? Donc, on va essayer de ne pas traîner entre les enclos, d'accord? Pour sa distribution de cadeaux dans les enclos, le Père Noël a fait appel à des soigneurs et à un éthologue du parc des Mamelles. Tout d'abord parce qu'ils connaissent les moindres recoins du site, mais surtout, ils sont incollables sur le comportement des animaux. Les animaux vont sortir des enclos le matin au réveil, sans avoir déjeuné, rien du tout, et tout de suite aller chercher les cadeaux et voir en fait les cadeaux, c'est vraiment ce qu'on appelle plus sérieusement des enrichissements. Donc les enrichissements, c'est vraiment quelque chose qui est là pour stimuler les comportements naturels. Donc là, vous allez voir, on va voir ce qu'on met dans les cadeaux, mais on met vraiment des choses qui ont un but de stimulation de comportement vraiment naturel. Et le premier pensionnaire à recevoir son cadeau, Victor, un jaguar âgé d'une vingtaine d'années. Alors donc là vous voyez c'est le gros cadeau de Victor, d'accord, c'est un gros loulou donc il a un gros cadeau, d'accord. Celui-là vous allez avoir la chance de nous voir carrément le remplir, donc vous allez voir ce qu'on va mettre dedans. Vous avez tous la possibilité de signer le cadeau de Victor. À l'intérieur de cette grande boîte en carton,
les friandises préférées de Victor. Quelque chose qui sent très bon et très fort. Donc là pour Victor c'est le 4 épices, je l'ai dit. Ensuite on a mis du foin. Alors le foin c'est pour qu'il puisse chercher un petit peu dedans, que ce soit pas trop facile à trouver. Et on a mis aussi, je sais pas si vous avez vu, ça avait l'air d'être du foin mais un peu plus frais, un petit peu plus vert. Vous avez vu? Et ben ça c'est tout simplement de la litière de cabri, d'accord? C'est un petit peu de caca de cabri. Parce que le cabri, c'est ce que aussi les jaguars peuvent manger, d'accord? Et donc ça sent très bon et ça leur donne envie de manger. Quelques minutes de patience et enfin, le jaguar découvre son cadeau, amusé. Après Victor, direction l'enclos de Gringo Lancelot. Un cadeau aussi latent mais perché. Tout comme les singes, les attelles à face rouge, à l'intérieur des grosses boules en papier, des fruits secs et confits. Mission accomplie pour les soigneurs du zoo, mais aussi ses visiteurs qui ont souhaité partager ce moment de fête avec les animaux. Et c'était bien parce que j'ai vu des animaux que j'avais jamais vus auparavant. On a vu un jaguar, il s'appelait Victor. C'est très très bien. Moi j'ai envie que ça se poursuive, qu'on continue à présenter des animations de ce type, surtout aux enfants, qu'ils soient bien conscients que c'est des êtres vivants comme eux-mêmes et qu'il faut les protéger. Cet après-midi, d'autres cadeaux ont été distribués aux animaux. Des cadeaux cette fois-ci confectionnés par les visiteurs lors d'ateliers pédagogiques. Le zoo de Guadeloupe a su allier magie de Noël, découverte, suscité. L'information produite. Après, vous aurez un repas gastronomique. C'est demain entre 8h et 13h devant le CHU et même devant le Super U de Bergevin à Pointe-à-Pitre. L'opération Soigne ton île. Et puis, si vous avez une information à faire parvenir à TV Guadeloupe, n'oubliez pas de composer le 05 90 60 11 11. Cette édition est à présent terminée. Je vous en rappelle les principaux titres. L'opération Soigne ton île, c'est demain. Après avoir donné votre sang, vous dégusterez un repas gastronomique. Pour vous remettre de ce bon geste, l'établissement français du sang attend beaucoup de cette journée pour sécuriser les stocks en cette période de fête. Le conflit entre la direction de Carulis et une partie des salariés affiliés à l'UGTG ne basculera pas en 2018. Après des semaines d'incompréhension, les protagonistes ont signé un protocole de suspension de conflit. Les cars rouleront demain. Saint-François va disposer d'une zone agricole protégée. Le conseil municipal a autorisé le maire à engager la procédure pour la création de cette zone. Les agriculteurs sont satisfaits de cette décision qui protégera les terres agricoles. Les animaux, eux aussi, ont eu droit à leur Noël. Le parc zoologique des Mamelles leur a distribué des cadeaux. Vous l'avez vu à l'instant avec ce reportage de Lina Carassi. C'était émouvant et généreux. Voilà pour le sujet de ce soir. On se retrouve demain à 18h50 pour une nouvelle grande tranche d'informations. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur ATV.